Bonjour à tous et bienvenue dans Point Paul, la grande web émission politique de la campagne, lancée et imaginée par l'internaute.com, par le Lab Europe 1, représenté aujourd'hui par Amandine Rayot, par le Journal du Dimanche, représenté aujourd'hui par Mickaël Bloch, et par le Huffington Post, représenté aujourd'hui par Geoffroy Clavel. Bonjour à tous. Bonjour. Notre invité aujourd'hui est député de Haute-Garonne. Il est ancien ministre du gouvernement Ayrault et Valls. Il veut faire gagner la gauche en 2017, mais pas avec celui qui a dirigé l'exécutif ces 2 dernières années. Lui il roule pour Vincent Peillon, le candidat surprise de la primaire de la gauche. Notre invité, c'est Kader Arif. Bonjour. Je n'ai jamais eu de compte à l'étranger. Deschamps peut le dire. Deschamps peut le dire. Jeanne, au secours! Et qui vient sur la Grande Muraille conquiert la bravitude. Bonjour Kader Arif. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui dans Merci Point à Paul. vous. On commence tout de suite par la première séquence habituelle, traditionnelle de notre émission, qu'on a intitulée Légender cette photo. On vous propose de vous confronter à une ancienne photo qu'on a exhumée de votre passé. Alors ça date de 2011. Vous vous souvenez sans doute de ce moment qui a l'air un peu joyeux. On sent un élan à travers cette photo. C'est durant la campagne évidemment de François Hollande pour la présidentielle. Alors, ça appelle d'abord un commentaire. Et puis, ça nous suggère une question qui est mais que sont devenus aujourd'hui les hollandistes? D'abord, très heureux parce que cette photo, elle est en Haute-Garonne. Et je reconnais beaucoup de femmes et d'hommes là, juste derrière, qui sont des militants avec qui je partage mon engagement depuis longtemps. Et puis oui, puis un beau moment, quoi. Ça a été une très belle campagne avec un candidat que j'avais soutenu au départ, François Hollande, qui n'était pas attendu, mais on aura l'occasion certainement d'y revenir. Magnifique espoir pour le pays, magnifique espoir pour la gauche, à un moment où il y avait besoin d'apaisement. Et en même temps, moi, qui essaye de vivre les choses le plus simplement du monde, une belle aventure personnelle dans le sens où on apprend toujours de ces moments-là, quoi, et que je considère que, quel que soit son âge, il faut surtout vivre avec du doute, ne pas avoir de vérité toute faite. Et c'est malheureusement un monde dans lequel il n'y a que des vérités toutes faites, et que moi j'ai beaucoup appris dans cette période-là. On sentait un élan à cette époque-là, avec François Hollande, une énergie, avec lui comme avec d'autres candidats. Aujourd'hui, la campagne, elle semble plus précipitée. Qu'est-ce qui est différent aujourd'hui pour la gauche en situation? Non, moi j'aurais soutenu François Hollande s'il avait fait le choix d'être de nouveau ou à nouveau candidat. Je pense que la décision pour lui, pour ce que je peux en savoir, est une décision difficile, compliquée, douloureuse, mais en même temps c'est une décision qu'il faut absolument respecter. J'aurais souhaité par ailleurs que quand on a un président de la République sortant, et d'ailleurs dans ce qu'ont été les primaires de la droite et les nouveaux statuts de la droite, c'est des choses qu'ils ont retenues de l'expérience qui a été notre, mauvaise expérience, je pense que le président n'avait pas à se soumettre à la primaire. D'autres choix ont été faits, je n'y reviendrai pas dessus. Je trouve ça regrettable. Et on est aujourd'hui dans une primaire qui est un peu courte, où on n'a pas le temps de développer le fond, des idées, des projets de chacun, dans le respect de chacun, et dans ce temps un peu compressé, je veux dire, alors que la politique a toujours et encore besoin de temps, malgré un temps médiatique qui s'accélère de jour en jour. Il y a une chose qui n'a pas changé en politique, c'est que les femmes et les hommes politiques, que la politique au sens comme ça général, a toujours besoin de temps pour approfondir les choses, de temps pour réfléchir, de temps pour proposer, pour ce qui manque faire un peu à avancer le débat d'idées. Et ça, c'est un exercice un peu court, quoi. Moi, je le regrette. Comment vous expliquez, en 2011, il y a une team Hollande historique, il y a vous, il y a Michel Sapin, enfin on peut penser à Stéphane Le Foll. Comment vous expliquez que finalement cette équipe première, aujourd'hui, elle soit divisée dans les soutiens qu'elle accorde aux différents candidats à la primaire? Moi, je ne sais pas quels sont les ressorts qui amènent les uns ou les autres à choisir. Vous avez les vôtres, vous. Qu'est-ce qui vous fait choisir Peillon plutôt que après, je garde, j'ai des amitiés pour toutes les femmes et tous les hommes avec qui j'ai pu partager la préparation de l'élection présidentielle 2012, les primaires de 2011. Stéphane Le Foll est un ami avec qui j'ai encore des contacts réguliers, quotidiens. Et donc pourquoi est-ce qu'à votre avis, il ne souhaite pas se ranger derrière Vincent Peillon? Finalement, on a l'impression que les Hollandais sont orphelins de leur champion, ce qui est normal. Je pense qu'il y a de cela. Je pense que c'est compliqué. Donc ils sont désemparés? Oui, désemparés certainement. Je veux dire qu'on a été surpris, pour certains, de la décision du président de la République.
la respecter, mais en même temps, on espérait fortement, parce qu'on pensait, je continue à penser d'ailleurs aujourd'hui, qu'il aurait été un candidat capable de gagner l'élection présidentielle. Même si on nous dit que la gauche ne gagnerait pas. Moi, je crois encore à la victoire et que François Hollande aurait pu porter à nouveau une victoire à l'élection présidentielle. Et en même temps, cette culture, c'est aussi la capacité autour de François Hollande d'avoir des gens qui représentent différentes sensibilités politiques, différentes approches. Mais ça a été le cas de toute l'histoire du PS, ça a été le cas autour de François Mitterrand, ça a été le cas autour de Lionel Jospin. C'est-à-dire définir un centre politique et avoir après des femmes et des hommes qui, au travers de ça, représentent des ailes, j'aime pas beaucoup ces expressions, plus à droite ou plus à gauche pour caricaturer un peu mon propos. Et donc ensuite, ben voilà, ça amène à faire d'autres choix en fonction, j'allais dire, des sensibilités de chacun. Ça veut dire que le hollandisme en tant que tel, c'est terminé, qu'il faut tourner la page. Je ne crois pas parce que Hollande s'inscrivait dans ce qui est l'histoire du parti, comme Vincent Peillon s'inscrit dans cette histoire-là. On est tous issus d'une histoire collective, pas une histoire individuelle, parce qu'on a pu construire chacun de son côté en pensant que... Et cette histoire, c'est Mitterrand, le rassemblement, on l'évoque tous les jours. C'est Jospin. Et c'est Hollande, capacité à se dire avec qui on travaille. Je travaille avec des gens et moi je vais essayer d'occuper un centre qui n'est pas un centre géographique, c'est un centre politique sur lequel j'ai une aile droite et une aile gauche. Le hollandisme, c'est la capacité de synthèse en fait, c'est ça? Oui, tout en ayant fracturé la gauche. Ouais. Synthèse, et en même temps, je suis resté hollandais, et je le reste encore, si Hollande avait été à nouveau candidat, mais dans ma relation personnelle au président de la République, pour lequel j'ai le plus grand respect et mon amitié pour l'homme qu'il est, mais quand il a fallu m'exprimer de manière assez forte sur la déchéance, quand il m'a fallu, avec Olivier Faure, monter sur la loi travail, sur l'article 2, où on avait réussi à avoir 136 signatures de députés au sein du groupe socialiste en pratiquement 24 heures, ben, je veux dire, voilà, ça ne remettait pas en cause mon attachement à la fidélité ou ma loyauté, mais j'ai des valeurs politiques, je veux dire, sur lesquelles je ne déroge pas. Ça nous amène tout de suite à notre premier grand chapitre de l'émission, qu'on a consacré aux élections de la primaire de la gauche. Avec une question, Amandine. Alors, donc justement, vous êtes ce qu'on appelle un Hollandais. Pourquoi ne pas avoir soutenu l'homme du quinquennat, du bilan du quinquennat, Manuel Valls? Pourquoi ne pas avoir soutenu Manuel C'est lui qui incarne le plus le bilan de François Hollande. Mais je veux dire, on incarne tous le bilan. On incarne tous le bilan. Donc, disons que le Premier ministre a un peu plus que les autres. L'ensemble de la majorité... Le Premier ministre a porté la politique du gouvernement. L'ensemble de la majorité incarne ce bilan. Si vous posez la question aujourd'hui au sein du groupe socialiste à l'Assemblée ou au Sénat, tout le monde aurait porté le bilan. Et on serait d'ailleurs revenu sur le bilan, et on le fera de manière beaucoup plus précise que ce qui est fait depuis des semaines, et on s'apercevra que ce bilan est moins mauvais que ce qu'on dit, ce qu'on exprime, ce que la rumeur laisse entendre. Mais comme s'il y avait une espèce comme ça de malédiction sur les bilans socialistes. C'est-à-dire que le bilan de Hollande était forcément mauvais, mais comme le bilan de Jospin était forcément mauvais. Et 3 mois après, on se dit le meilleur bilan d'un Premier ministre sous la Ve République était le bilan de Lionel Jospin. C'est quand même assez fou. Et la gauche elle-même parfois se tire des balles dans le pied en considérant que son bilan, avant même que d'autres s'expriment, que le bilan est mauvais, que c'est jamais suffisant. Comme pour en revenir à votre soutien, vous soutenez Vincent Peillon, pas Manuel Valls. Donc voilà. Donc moi j'ai ensuite des désaccords, je veux dire avec Manuel Valls. J'ai des accords sur les questions de l'identité, la question de la République, l'idée qu'on se fait de la nation, la question sur la loi travail, qui ne sont pas des questions mineures. La polémique sur le Burkini, le 49.3, la polémique sur le Burkini, mais la polémique sur le Burkini, par ailleurs, si ça ne vous a pas échappé ou ça vous a échappé, j'ai fait un papier dans le quotidien qui est Libération sur ce qui était mon identité, sur ce que moi j'avais ressenti. C'est des questions qu'on ne pose jamais à des hommes comme moi ou à des femmes. C'est quoi être aujourd'hui français ? On me demandera, j'ai 57 ans et on me demande toujours de faire la démonstration que je suis français. Toujours. C'est jamais suffisant. Accusé de tout, sans savoir exactement ce qu'est ma vie. Vous avez l'impression que Manuel Valls, il participe à cette interrogation, moi, écoutez, je suis allé regarder, je ne dis pas ça, mais je suis allé regarder, par exemple, sur la loi sur la laïcité. Moi, je la défends, je suis un républicain, un laïc profond.
Mais comme les Vincent, Payon qu'il a évoqué. En même temps, quand on regarde, c'est Aristide Briand qui portait la loi 1905. Je suis allé, pour être le plus juste possible, regarder ce qu'étaient les débats à la Chambre, portés par Aristide Briand, contre le petit père Combes, par exemple, de Émile Combes. Hein, avec deux visions totalement différentes de laïcité. Mais laïcité, c'est une loi de liberté, de tolérance. La laïcité ne peut pas être quelque chose qui, à un moment donné, enferme. Disons les choses clairement, vous accusez Manuel Valls, ou en tout cas vous reprochez à Manuel Valls de porter une vision je suis en désaccord sur la question intolérante de la laïcité. Je ne dis pas ça, je fais attention aux mots, d'autant que ma langue maternelle n'est pas le français, donc j'essaie de choisir le français le plus précis possible, parce qu'on ne retient que ça. Vision restrictive du coup de la laïcité. Non, sur le burkini, non, moi je n'étais pas en accord, par exemple, avec les arrêtés qui ont été pris par des maires d'extrême droite ou des maires de la droite extrême, hein, on appelle ça, je veux dire, ces familles se mêlant parfois, en particulier dans le sud-est, et donc en désaccord avec la position de Manuel Valls, Premier ministre, donnant raison à ces arrêtés municipaux, quand ces arrêtés étaient par ailleurs remis en cause par le Conseil d'État. De manière plus générale, de manière plus vaste, on a le sentiment, vous dites ce matin, aujourd'hui, que Manuel Valls n'est pas le candidat légitime ou légitimiste du bilan du quinquennat. Il n'incarne pas la ligne directrice. Fais très attention à dire candidat légitime. On est d'abord socialiste. Tous les candidats aujourd'hui sont des candidats. Un petit peu de soutien de François Hollande. Tous les candidats sont légitimes. Si on commence à rentrer dans un procès d'illégitimité, alors qu'on essaye de prôner avec Vincent Payon l'idée du rassemblement, si je commence à désigner du doigt un tel, je peux exprimer des désaccords de fond, des accords sur certains sujets, pas sur tous, et en même temps, pas rentrer dans une espèce de polémique, là, je veux dire, qui ferait bruisser éventuellement les rédactions ou la rue. Je n'ai aucune prétention là-dessus, en disant veillons au rassemblement. Oui, il y a des points de désaccord au sein de notre famille politique, mais depuis longtemps. Est-ce qu'elle était capable de se rassembler? La réponse est non. Je reformule ma question. Que pensez-vous de Manuel Valls quand il affirme que, implicitement, il a le soutien de François Hollande? Écoutez, moi je ne vais pas répondre chacun. J'ai vu la déclaration de François Hollande disant qu'il ne soutenait personne, quoi. Donc je crois que c'est paru hier. Il lui a affirmé qu'il soutenait en privé. Mais peut-être, je n'en sais rien, peu importe. Je crois qu'il faut surtout éviter. Moi je me méfie globalement de cette idée qu'il faudrait être soutenu par je ne sais combien de personnalités connues, reconnues, etc. La primaire, c'est des femmes et des hommes qui vont être appelés à voter le 22 janvier prochain et le 29. C'est ces femmes et ces hommes, pas militants, pour la plupart d'entre eux, qui seront amenés à se déplacer et qui feront un choix de société. De quelle France veut-on? De quelle gauche veut-on? Donc c'est tout ça qui est le débat de le soutien, c'est important et d'ailleurs c'est parfois très parlant. On a la chance de vous avoir parce que vous êtes un des rares soutiens de Vincent Payon qui n'est pas parisien. Énormément d'élus parisiens et la première d'entre eux, Anne Hidalgo, soutiennent Vincent Payon, à tel point qu'on se demande s'il n'est pas finalement le candidat d'Anne Hidalgo. Est-ce que vous comprenez ce soupçon qui pèse sur la candidature de Vincent Payon d'incarner une sorte de candidature canon censée faire obstacle à Manuel Valls qui n'a pas les meilleurs rapports avec la maire de Paris? Non, parce que j'ai tout entendu sur cette question. On m'a dit... oui, Vincent Payon, c'est une fabrication, on est allé le chercher pour juste contrecarrer Manuel Valls. Certains continuent à le dire. Non, mais ça se connaît. Non, c'est fou. C'est fou. Il n'y a personne qui est allé chercher Vincent Payon, c'est une décision personnelle qu'il a prise. On peut respecter les décisions personnelles. Et il a dit que c'était le seul qui n'aurait pas été candidat si François Hollande l'avait été. François Hollande ne l'est plus. C'est un champ nouveau qui s'ouvre. Donc à ce moment-là, il considère qu'il peut incarner, représenter cela. Mais personne n'est allé appeler Vincent Payon pour lui dire « tu vas être candidat parce qu'il faut absolument bloquer le chemin ou en tout cas faire qu'un tel ou tel perd l'élection des primaires ». Non, je pense qu'il incarne ce qui est à mes yeux le centre de la famille socialiste et qui n'est pas incarné globalement par les autres candidats. Ça n'empêche pas après d'avoir le débat. Vous pensez que Martine Aubry va lui apporter son soutien? Je ne sais pas, je ne sais pas. C'est pas à l'ordre du jour? Je ne sais pas, on verra bien. Pas se prononcer, c'est pas
pas une espèce comme ça de course à l'armement, quoi. En même temps, c'est structurel et important. Il y a des gens, des personnalités qui sont influentes dans leur fédération. Oui, même si c'est une primaire ouverte. Si c'était un congrès du Parti socialiste. Vous savez comme moi qu'il y a un noyau dur qui compte. Oui, mais moi je vais vous raconter une histoire, puisque vous me posez la question. Il se trouve que je soutenais François Hollande, je vous l'ai dit tout à l'heure, en 2011. Dans ma fédération, la majorité des parlementaires ne soutenaient pas François Hollande. Le maire de Toulouse, de l'époque socialiste, Pierre Cohen, ne soutenait pas François Hollande. L'ensemble des majorités ou de la majorité régionale ne soutenait pas François Hollande. Et regardez les résultats de la primaire à Toulouse, et vous verrez celui qui est arrivé en tête, il s'appelle François Hollande. Donc, primaires ne sont pas un congrès. On aurait évoqué un congrès, j'aurais dit, ce poids-là, le poids du candidat officiel, pèse beaucoup. Mais là, on n'est pas dans une candidature où une candidature officielle fait forcément écho dans l'opinion, j'allais dire, de nos concitoyens. Kader Arif, le Canard enchaîné, nous a révélé hier, nous a révélé que Vincent Peillon serait allé voir Manuel Valls pour lui assurer qu'il ne lui ferait pas d'ombre et qu'il serait plutôt là pour lui apporter des voix qu'il n'aurait pas eues sans sa candidature au second tour. Oui. Avec comme soupçon, nous dit le Canard enchaîné, que ce qu'il visait réellement, c'est plutôt peser dans cette primaire pour ensuite peser dans le parti, voire prendre la tête du Parti socialiste. Qu'est-ce que vous pensez de toutes ces allégations? Mais non, moi je ne pense rien. Je veux dire, la politique fiction ne m'intéresse pas. Voilà. Et on vit depuis des années sur la politique fiction, quoi. Donc vous démentez ce genre de... Oui, je démente. Moi, j'ai pas d'éléments. Parce que je sais ce que moi, Pardon. Oui, ça ressemble plus à de la politique très vraie qu'à de la politique fiction. Non. Écoutez, moi, je ne pense pas. Et après, que Vincent Peillon soit allé voir Manuel Valls. Je ne pense pas que Vincent Peillon soit dans un calcul de l'après. Je pense que ce qui le caractérise en premier lieu, c'est qu'il est candidat pour l'élection présidentielle de 2017. Et que l'une des faiblesses qui pourrait être la nôtre collectivement, c'est que des candidatures, où les candidatures soient déjà projetées sur 2022, comme si nous avions déjà perdu l'élection de 2017. Non, l'élection de 2017 n'est pas perdue. Le choix de Vincent Peillon s'inscrit dans cette logique-là, et donc il ne faut pas sauter l'étape en disant « je serai éventuellement en 2022 le candidat porté par la gauche, etc. » Prendre la tête du parti en 2017, donc 2017, mais si on commence à considérer que il y a des deals aujourd'hui opérés pour savoir qui gagne le Congrès, ou a une majorité au Congrès, ou peut devenir premier secrétaire, des calculs de cette nature, c'est qu'on a sauté l'élection présidentielle de 2017 et les élections législatives qui suivent. La chose que je sais pertinemment, c'est que Vincent Peillon n'a pas sauté cela et que sa priorité est l'élection présidentielle de 2017 et les élections législatives qui suivent. C'est un homme intelligent qui doit déjà anticiper sur ce qui se passera en 2017. Non. Et ce qui se passera ensuite pour le prochain congrès? Personne ne le sait. Personne ne le sait, pour une raison simple. Vous le savez aussi bien que moi. Si la gauche, et le PS en particulier, est battue d'une manière violente, injuste, violente, au présidentiel et ensuite aux législatives, qui sera pour quoi faire? Que deviendra le parti? De quel parti parlera-t-on? Il faudra un homme de poigne, un homme d'autorité pour... Non, moi je ne crois pas. Je pense qu'il y a un travail de fond aujourd'hui que le PS doit faire, qu'on n'a pas fait. Et chacun d'entre nous peut être responsable ou se sentir responsable de cela. Il faudra un travail qui rassemble les gauches. Voilà, mais un travail de fond qui n'a pas été fait. Le dernier, même si des choses ont été faites depuis, et il faut reconnaître que le parti a recommencé à travailler. Il y avait les cahiers de la présidentielle qui étaient engagés, etc., avec des idées nouvelles, des choses qui se mettaient en place. Mais je pense qu'on doit redéfinir ce que doit être, pas seulement à l'échelle nationale, mais le PS français compte aussi à l'échelle européenne et internationale. Je pense que la grande famille socialiste et social-démocrate doit redéfinir ce que c'est que d'être socialiste au XXIe siècle. Cette question, on ne se l'est pas posée. Et donc, parfois, sur certains sujets, on est un peu comme au fil de l'eau, quoi. Il faut reconnaître. Voilà. Et ça, l'opinion le sait, l'opinion le sent. Donc, il faut redéfinir le cadre. Alors Vincent Peillon, il est député européen depuis 2014, mais il a été très peu présent au Parlement européen. Est-ce que ça ne nuit pas finalement à la crédibilité du candidat aujourd'hui? Écoutez, c'est assez étonnant, c'est-à-dire qu'on donne de la crédibilité à Marine Le Pen
et à Jean-Luc Mélenchon. Je ne mets pas les deux sur le même plan, qui n'est pas... C'est sur le même plan de la fréquentation au Parlement européen. Jean-Luc Mélenchon, je l'ai connu, j'avais des rapports amicaux, etc. Donc, je veux dire, c'est 12 pour l'un, 17 pour l'autre, et je crois qu'on en est 43. Et je me méfie, j'ai été parlementaire européen, on pourra en dire un mot, sur 2 mandats, ou un mandat et demi. Et donc, présent, donc non, on donne la crédibilité à Marine Le Pen, on donne pas à Vincent Peillon. Il y a un vrai questionnement parce qu'on ne sait pas ce que Vincent Peillon a fait entre 2014 et 2016. Enfin, je veux dire, il s'est écarté de la vie politique, il a répondu à aucune question. Il a travaillé. C'est facile après pour vous de dire Manuel Valls a dit ça, etc. Parce que Vincent Peillon, on ne sait pas ce qu'il a dit sur la déchéance, sur le Burkini, etc. Parce qu'il n'a pas parlé. Il avait officiellement arrêté la politique d'ailleurs. Non, mais c'est assez étonnant, ce pays, le nôtre, je veux dire. C'est assez étonnant. Si un homme politique est trop souvent sur les plateaux, on lui reproche de ne voir que lui. Mais là, il ne s'agit pas de plateau, c'est de la présence. Si, je vais vous dire, si on ne le voit pas assez, on dit il a disparu, quelle crédibilité a-t-il? Un homme qui fait un très haut travail comme les éducations nationales, qui quitte le gouvernement, qui pendant 2 ans, il est assez connu pour pouvoir vous appeler les uns les autres et avoir pendant 2 ans fait des commentaires, des petites piques, des machins. Pendant 2 ans, ce qu'on peut lui reconnaître, et c'est à son avantage, dans un monde où on bavarde beaucoup, souvent pour rien dire, c'est de s'être tu, de n'avoir rien dit. Pas une critique à l'égard du gouvernement. Pas une. Pas une critique à l'égard du président de la République. Pas une. Donc je veux dire, ça mérite à mes yeux le respect, quoi, dans le monde dans lequel nous vivons, et en particulier dans le monde politique, de savoir se taire. Y compris au Parlement européen. Non, Parlement européen, il a travaillé dans la Commission des Affaires étrangères, alors ça c'est étonnant, parce qu'on a dit, il n'a pas travaillé. Je voyais un petit peu ce qui se passait, ce que j'entendais ça et là. Il n'est pas prêt. Mais si on se parle un peu sérieusement, et un peu sincèrement, parce que c'est aussi l'homme de la sincérité, des gens ont été surpris par la présentation du projet, et par ce qu'a été son intervention l'autre soir sur France 2, par la qualité de ses propositions, la qualité de son projet, un travail qui a été fait sur le fond. Pour quelqu'un qui n'aurait pas travaillé, c'est un peu surprenant, quoi. Alors, vous nous avez expliqué, Kader Arif, pourquoi vous ne soutenez pas Manuel Valls. Moi, j'ai une question, je me demande pourquoi vous ne soutenez pas Benoît Hamon. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Dans un entretien à Libération, vous disiez que vous souhaitiez que la première mesure du prochain président soit la mise en place d'un revenu universel. Benoît Hamon est le candidat du revenu universel. Vincent Peillon, lui, il est philosophiquement opposé. Expliquez-nous. Non, mais je trouve intéressant les propositions de Benoît Hamon, avec une relation personnelle très forte et une relation politique sur un certain nombre de sujets très forte aussi. Et d'ailleurs, le Journal du Dimanche était présent pour un de ses représentants lors de la venue de Benoît Hamon à Toulouse, et j'accompagnais Benoît Hamon, j'allais dire, où je l'ai reçu, donc moi je ne me suis pas caché, quoi. C'était pas quelque chose, je n'ai pas fait ça en catimini. C'est une question du revenu universel. Mais sur la question du revenu, grande idée de gauche. Non, c'est une grande idée de gauche. Il y a juste ensuite, quand on rentre dans le détail, quel coût? On estime à plus de 300 milliards. Comment on les trouve? Benoît Hamon propose de l'étaler en faisant un revenu. Oui, mais il faut voir quelles sont les marges de manœuvre. Je pense que c'est quand même un vrai sujet. Ouais. Donc il ne faut pas non plus promettre, quand je parle de la sincérité, je ne dis pas que Benoît est insincère là-dessus, en aucun cas. Je pense que c'est une conviction profonde. Mais si on ne peut pas le mettre en place, c'est créer de la déception, très vite. Donc il faut faire très attention à ce type de proposition. Premier élément de réponse. Deuxième élément, s'adresse à qui? En fonction des revenus de qui? Benoît Hamon donne en priorité aux jeunes. Bien sûr. Pour une montée en puissance. Et puis, troisième élément, sur le plan philosophique, ça revient à la proposition de Vincent Peillon avec qui j'en ai parlé, c'est la notion de travail, quoi. Là, on trouve de la dignité, quel que soit son âge, c'est le travail. Vous aussi, vous pensez que le revenu universel, c'est la remise en cause de la culture du travail? Non, changer d'avis. Heureusement qu'on peut changer d'avis. Heureusement qu'on peut changer d'avis. Je vous disais tout à l'heure en aparté, moi je suis un homme construit par le doute, mais pas un doute qui détruit, quoi. Pas le doute qui forcément remet en cause ce que sont mes valeurs profondes, mais le doute pour essayer d'avancer, parce que j'apprends de chacun. Et à un moment donné, je regarde les choses, voilà, de manière détaillée. Il peut y avoir des coups de cœur,
mais les coups de cœur parfois ne sont pas suffisants. Ça mérite qu'on y retravaille. Mais tous les projets qui ont été présentés, d'ailleurs, dont celui de Vincent Payon, des choses sur lesquelles il faudra certainement retravailler. Ne pas arriver avec un catalogue d'idées où on dit on est très démocratique, mais voilà ce qu'on va faire dans le détail à la virgule près. C'est faux. Ça ne marche pas. Alors justement, Kader Arif, prenons un petit peu de hauteur. Vous le savez sans doute, pour que la gauche gagne, il va falloir que le scénario qui est écrit change, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une candidature Macron, une candidature Belle Alliance, une candidature d'Europe Écologie Les Verts, une candidature de Jean-Luc Mélenchon, pour qu'une force de gauche parvienne au second tour. Qu'est-ce qu'il faut faire? Si Vincent Payon est investi, est-ce qu'il ne doit pas, de manière nécessaire, impérieuse même, aller faire un pas vers Macron ou vers Mélenchon? Mais je crois qu'il a exprimé, s'il y a une chose sur laquelle il a été très clair tout de suite, c'est que sur ce débat, on parlait tout à l'heure de Manuel Valls, je ne vais pas revenir sur Manuel autour seulement de cette question, les gauches irréconciliables. Non, il n'y a pas de gauche irréconciliable. Si on considère que les gauches étaient réconciliables, il n'y a pas d'unité de la gauche. Concrètement, donc, il faudra parler appeler à l'union. Absolument, de Jean-Luc Mélenchon à Macron. Mais bien sûr, ça semble impossible. Donc un seul candidat de la gauche. J'aurais souhaité, mais comme beaucoup, concrètement, j'aurais souhaité, comme beaucoup, que tout le monde aille aux primaires, puisqu'on a fait ce choix-là. Ce n'est pas le cas. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, en fonction de ce que va être le résultat des primaires, d'abord avec les candidats concernés, ensuite l'élection présidentielle, la volonté de Vincent Payon, c'est de pouvoir parler à tout le monde. Et ça a été évoqué de manière très précise. Qu'est-ce qui a fait la force du premier septennat de François Mitterrand? D'avoir, globalement, l'ensemble de la gauche présente au sein du gouvernement. Qu'est-ce qui a fait la force de Lionel Jospin? Ça a été d'avoir cette gauche plurielle qui représentait... On comprend le constat. Voilà. Et aujourd'hui, on est dans une gauche qui est trop divisée. Il faut faire un contrat de gouvernement avec Jean-Luc Mélenchon, avec Emmanuel Macron. Et lui proposer, bien sûr. Sans doute que les deux ne sont pas forcément d'accord, mais bien sûr. lequel il faudra se tourner en priorité. Mais ça veut dire aussi, c'est les qualités de persuasion et savoir ce qu'on veut. Ou on considère, et moi je le pense profondément, et c'est ce que nous pensons autour de Vincent Payon, que la France, l'Europe et le monde a besoin de plus de gauche aujourd'hui qu'hier. Après, on peut. Voilà. Moi, c'est mon sentiment profond. Voilà. Et qu'à ce moment-là, on a besoin de toute la gauche. Toute la gauche. Ou alors, certains considèrent que c'est des aventures personnelles, que c'est leur propre succès, l'estime de soi, l'ego, peu importe. On entend bien. Et qu'ils n'ont comme seule envie que de rester dans l'opposition. C'est facile d'être à l'opposition. Mais concrètement, par exemple, Arnaud Montebourg dit « Moi investi, j'irai voir Yannick Jadot, j'irai voir Mélenchon pour faire campagne commune. » Mais Vincent Payon a dit la même chose. Alors, je me méfie, campagne commune, il faut dire... On a l'habitude de faire... Avec Emmanuel Macron il ira faire un pas vers Emmanuel Macron. On verra. Il faut faire mais oui, il faut faire un pas. Et je crois qu'il en a fait la démonstration, non seulement au sein du PS, mais aussi quand il avait réuni... Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron ont fait un pas. Eux, ils ont dit, ah ben, vu qu'on est devant dans les sondages, c'est au Parti Socialiste de se désister. Est-ce que Vincent Payon est prêt à faire ce geste, désintéressé, puis c'est ce que vous disiez, pour pouvoir faire l'union? Est-ce que le Parti Socialiste est prêt à se coucher pour rassembler la gauche? Si la gauche doit gagner, mais ça n'engage que moi, mais si la gauche doit gagner face à la droite très dangereuse, parce que le programme de M. Fillon est une extrême droite qui est là, très haute, etc., moi je privilégie toujours une victoire de la gauche. Donc Vincent Payon, union au premier tour, Vincent Payon qui s'allie soit avec Jean-Luc Mélenchon, soit avec Emmanuel Macron, quitte à s'éclippser devant lui. Nous verrons bien. Je veux dire, pas exclu. Non, nous verrons bien. Je veux dire, mais revenons un peu là-dessus. Ce qui doit être, à mes yeux, la priorité, c'est que le PS soit en tête. Parce que c'est toujours autour du PS, à l'échelle nationale, comme à l'échelle locale d'ailleurs, département, région, municipalité, c'est autour du PS, et avec un PS qui représentait un socle fort, qu'ensuite les alliances peuvent se faire. Parce qu'il y a quand même des choses ensuite. Que pense Emmanuel Macron sur son sujet? Je ne sais pas tout. Il dit « je dépasse la droite et la gauche ». Je crois, moi, profondément, qu'aujourd'hui, dans notre histoire collective, il y a nécessité qu'il y ait une confrontation droite-gauche. Ce n'est pas les mêmes schémas, ce n'est pas le même rapport à la vie.
Ce n'est pas le même rapport au monde. Concrètement. Jean-Luc Mélenchon, je le connais bien, je l'ai connu, j'ai partagé les mêmes bancs que lui, non seulement à la direction du Parti Socialiste, mais aussi au Parlement européen. Pendant quelques années. Jean-Luc Mélenchon, qui incarne la gauche et qui est soutenu, qui rejoint par Vincent Payon, ça n'est pas exclu comme scénario. Écoutez, il y a après des ruptures qui peuvent se... Attendez, oui non, on ne répond jamais par oui ou non. Je vous disais tout à l'heure que la politique a besoin de temps et pas de réponse comme ça, qui soit manichéenne, quoi. C'est-à-dire, donc, la question européenne est une question importante. Vincent Payon a pris ce qui est considéré par certains comme un risque, d'afficher de manière très forte son engagement pro-européen. Alors que, vous savez, hein, faire de la politique politicienne aurait été en disant je sens l'opinion, l'Europe est pas... Donc sur une question, on verra, on posera la question à Jean-Luc Mélenchon, parce qu'il faudra discuter avec Jean-Luc Mélenchon, comme il y a des sujets majeurs. La réflexion est ouverte. Mais bien sûr qu'il faut, on ne peut pas dire rassemblement et fermer avant l'heure. En lien avec ça, on peut se poser une question plus globale sur est-ce que le Parti Socialiste aujourd'hui n'est pas un astre mort politique? Aujourd'hui, vous avez Jean-Luc Mélenchon qui est en train de constituer un grand mouvement antilibéral, vous avez Emmanuel Macron qui est en train de constituer un grand mouvement libéral-démocrate, comme ça existe dans d'autres pays. On se demande qu'est-ce que constitue aujourd'hui le Parti Socialiste? Quel est son logiciel idéologique? Est-ce qu'aujourd'hui le Parti Socialiste est un astre mort? Je vous disais tout à l'heure, il y a peu qu'il fallait qu'on travaille collectivement sur redéfinir ce que peut être le socialisme du XXIe siècle. C'est pas trop tard? Non, il n'est jamais trop tard, jamais. Si on considère que c'est trop tard, autant ne pas mener les batailles. Hein, je veux dire. Donc il n'est jamais trop tard. Il y a à redéfinir ça. Est-ce que être socialiste aujourd'hui, c'est accompagner, en pensant qu'on est moderne, la droitisation de la société? La réponse est non. La réponse est non. Ça, c'est Manuel Valls. Je ne mets pas de nom derrière ça. C'est une vraie question de fond. Si on considère qu'être aujourd'hui un socialiste moderne, c'est accompagner la droitisation de la société, et en accompagnant la droitisation de la société, éventuellement se faire un matelas électoral pour pouvoir gagner une élection, je pense qu'on se trompe. Je pense qu'on se trompe. Je pense que aujourd'hui, quand on voit la réalité à l'échelle européenne, j'adore les mouvements. J'ai adoré, et je ne suis pas très loin, Podemos en Espagne. Mais est-ce que Podemos a empêché, après 3 élections législatives, 2 ou 3, d'Rajoy de devenir ou de redevenir Premier ministre, même minoritaire, mais Premier ministre, en affaiblissant le Parti Socialiste? La réponse est non. En Grèce, Syriza y est arrivé. Oui, mais en devenant social-démocrate. En devenant social-démocrate. Je veux dire, on peut rentrer dans les détails. Donc, je veux dire, c'est comment on bouge. C'est où on a envie de se dire, et moi, on est nourri par ça, que c'est en étant au pouvoir qu'on peut changer les choses. Ou est-ce qu'on considère que c'est en étant dans l'opposition, qui est toujours plus facile d'être dans l'opposition? Je veux dire qu'on fera évoluer les choses. Moi, je pense qu'il faut être au pouvoir. Oui, ça demande là beaucoup de courage. Kader Arif, on passe à une toute autre séquence, une séquence qu'on appelait « Assume ton tweet ». C'est une habitude dans notre émission, on va fouiller. Je ne suis pas très Twitter, mais... on a quand même repéré quelques messages tweets, que vous avez postés. C'est le but de cet exercice, de vous confronter à des tweets que vous avez postés il y a peu de temps, avec ce premier que vous aviez posté il y a plusieurs mois, qui apparaît à l'écran, voici. Un tweet assez dur, hein, agression journaliste, arrestation arbitraire, fichage d'enfants musulmans. Et vous posez la question de la compatibilité du Front National avec les Républiques. Oui, moi, c'est une vraie question. Je suis inquiet. En ces termes-là? Oui, je suis très... On parle de fascisme rampant. Non, mais je suis inquiet. Oui. Encore adéquat. Je suis inquiet. Moi, j'allais dire, les mots ont du sens. Les mots ont du sens. C'est assez fou. On appelle un parti d'extrême droite, aujourd'hui un parti de droite. La droite est devenue le centre-droit. Les socialistes sont devenus les sociodémocrates ou les sociolibéraux. Il y a une espèce comme ça de cheminement qui s'opère à travers les... non, c'est un parti d'extrême droite. Moi, quand je vois un certain nombre de déclarations, quand je vois les agissements de gens comme Robert Ménard à Béziers, hein, quand je vois les prises de position qui ont été celles de Marine Le Pen ou celles de sa nièce sur ces sujets-là, oui, je pense que ce parti
accompagné par la fachosphère, est un parti fasciste sur un certain nombre de sujets. Voilà. Un parti fasciste, ça s'interdit. Je veux dire, être d'extrême droite, c'est pas interdit, mais par contre, le fascisme constitue une remise en cause du régime et une atteinte aux libertés. Est-ce que Vincent Payon et vous entendez porter ce débat? Mais c'est pour ça qu'il faut absolument combattre les idées du Front National. Et moi, je suis très inquiet des porosités aujourd'hui qui s'opèrent entre différentes familles politiques, hein, particulièrement entre la droite et l'extrême droite. Une certaine partie de la droite, parce que je ne mettrai pas tout sur le même plan, hein, ça serait injurieux à l'égard de beaucoup de collègues de droite. Ou de responsables politiques de droite. Mais il faut faire très attention à ça, parce que, écoutez, moi je ne veux pas dramatiser les choses, mais je me méfie des lâchetés individuelles et collectives dont on est tous capables. Tous. Quand je regarde, et je relis comme vous, ce qu'ont été les années 30, hein? Les années 30, on reprend l'histoire. C'était quoi? Une social-démocratie affaiblie? La République de Weimar? Une crise économique? La montée progressive, j'allais dire, du nazisme qui a pris le pouvoir par les urnes, hein, pas par les armes. Pas dans les mêmes conditions. Attendez, pas dans les mêmes conditions. Et j'ai lu des papiers, comme vous, ou des livres d'histoire, qui faisaient que tout le monde, l'ensemble, j'allais dire, des pays européens tournaient la tête. On regardait les premières arrestations, les premières violences. Personne disait, ah bah, c'est juste, tout ça ne compte pas, c'est pas massif, jusqu'à arriver à l'horreur, ce que nous avons connu. Donc je ne fais pas de parallèle. Mais il faut faire. Quand même. Non, je ne fais pas de parallèle, mais je fais très attention à ce que l'histoire ne se reproduise pas. Est-ce que Marine Le Pen à l'Élysée en mai 2017, c'est une hypothèse crédible pour vous? Je ne le crois pas. Je ne le crois pas parce que je pense notre pays et nos concitoyens profondément attachés aux valeurs républicaines, aux valeurs démocratiques, à l'idée de ce que représente la France à l'échelle mondiale, de notre histoire, du fait que nos concitoyens ne font pas confusion entre patriotisme et nationalisme, du fait que nos concitoyens, en ces derniers mois, n'ayant encore eu l'horreur et la barbarie des fondamentalistes musulmans, ce pays restait debout, alors qu'il y avait juste une flamme à jeter ou une flamèche à jeter, tout ça pouvait exploser. Le président de la République a été là, le Premier ministre d'ailleurs aussi. Hein, je veux dire, il faut reconnaître aussi là hein, la force qu'a été l'exécutif à ce moment-là. Et en même temps, c'est au-delà des choix qui ont été opérés par les dirigeants politiques pour éviter cela, ça a été, je crois, la force du peuple français que de dire on ne peut pas tomber dans l'amalgame. On ne peut pas. Et je crois que le peuple français est nourri par cette histoire-là et qu'il saura éviter, j'allais dire, l'arrivée au pouvoir de gens qui promeuvent, portent l'exclusion de l'autre, quoi. Autre séquence, Kader Arif, une séquence bienveillante, de l'émission. Qu'on appelle la minute pour dire du bien d'eux, et vous avez aujourd'hui le choix entre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Je dis du bien des deux. Alors il faut choisir. Je dis des biens du deux, parce que des deux, je les connais. Je les connais personnellement, quoi. Je les connais personnellement. Au-delà de l'image qui est renvoyée, du rôle politique de chacun. Moi, pour avoir partagé plus de temps d'ailleurs avec Jean-Luc Mélenchon qu'avec Emmanuel Macron, dans un rapport, si ce n'est d'intimité, en tout cas de camaraderie partagée au sein du PS avec Jean-Luc Mélenchon, et quand il était au gouvernement de Lionel Jospin, dont il pensait que c'était le gouvernement le plus à gauche du monde hein, à l'époque, hein, donc ce qui était une réalité. Voilà, ce sont des hommes après qui, pris dans leur rapport personnel, sont des hommes avec qui on peut passer du bon temps, des gens agréables, des gens avec qui on peut discuter. Après, on a des désaccords. Voilà. Ils font et avec l'un et avec l'autre. Fausse route politiquement. La révolution bolivarienne dont s'inspire Jean-Luc Mélenchon, ce qu'on appelle la démocratie, les partis démocrates européens que veut incarner Emmanuel Macron, ce sont des fausses routes pour vous? Je pense, oui. Et pour l'un et pour l'autre. Oui, je pense. On passe à notre nouveau chapitre qu'on a appelé « D'accord avec qui ?» Oui. Geoffroy. L'exercice est assez amusant. On va vous proposer deux citations, sans vous donner leur auteur, ce serait trop facile. On va vous demander celle dont vous vous sentez le plus proche. La première
concerne l'immigration. Pareil à Première l'écran. citation, elle s'affiche juste là. Je pense qu'il y a trop d'arrivées d'immigration qui ne devraient pas être là. Et la seconde, la chancelière Merkel et la société allemande ont sauvé notre dignité collective en accueillant des réfugiés en détresse, en les logeant, en les formant. Comme je sais qui a exprimé les deux, je choisirai la deuxième, néanmoins. Voilà. D'accord, Hein, voilà. c'est bien. Vous savez Voilà. que c'est Vous Emmanuel êtes en Macron. phase avec vos convictions. Ouais, oui. Vous avez choisi Emmanuel Macron contre François Hollande. Mais je savais de qui elles étaient. Donc, Sans douter un petit peu. Ouais, ouais. C'est intéressant comme dichotomie de voir qu'aujourd'hui, c'est une personnalité extérieure au Parti socialiste qui incarne les valeurs que Vincent Payon défendait hier sur France 2, Oui. en disant voilà, l'honneur de la Mais- France, mais c'est là, mais bien sûr. d'accueillir. Mais là, il ne faut pas caricaturer non plus. Honnêtement, moi j'étais très troublé, un peu blessé par le manque de générosité, de solidarité à l'échelle européenne, quoi. Et la Et France, j'ai été et de la France 30 000 contre 1 et de million la en France Allemagne. et de la France. Je trouvais qu'on était vraiment en dessous, très sincèrement, j'allais dire, de ce qu'on pouvait faire, de ce que l'on doit faire. Qu'on a accepté des choses dont on pensait, ça revient à la question précédente, hein, moi, des barbelés en Hongrie, des gens avec qui on remettait des numéros sur les avant-bras. C'est pas quelque chose, moi, qui, dans mon histoire personnelle, j'allais dire, me touche. Moi, j'ai vécu dans des camps. Moi, j'ai vécu dans un camp. je vais peut-être donner le contexte parce que Oui, mais oui, que mon père était harki. Et quand je suis arrivé d'Algérie, on nous a mis dans un camp à Rivesaltes. J'ai grandi dans un camp une partie de ma petite enfance. Donc, je peux en parler, moi, quand les gens expriment là des choses qu'ils n'ont vécu qu'à travers des livres, ou les on-dit, ou les machins. Moi, je pourrais parler de ça, de manière très profonde. Donc, je suis sensible. Nous étions des drôles de migrants qui avions choisi la France. Et la réponse qui nous avait été donnée à cette époque-là, ça a été quand même de nous enfermer dans des camps. Vous croyez que vous ne gardez pas, quand vous êtes enfant, des blessures profondes, une intimité qui est violée, entre guillemets, et que vous grandissez toute votre vie, vous portez ça. C'est des choses qu'on n'oublie pas. Qui apporte une réponse à ce traumatisme intime donc, que vous évoquez et que des millions de migrants vivent aujourd'hui en Europe? Qui, en France, apporte la réponse la plus généreuse et la plus crédible à ce drame humanitaire? Le peuple français, les gens. J'étais il y a quelques temps, quelques semaines avant les fêtes, à Luchon, Bagnères de Luchon, au pied des Pyrénées, où sont accueillis des mineurs érythréens et afghans qui arrivaient de Calais. Petit village, hein. Un esprit montagnard, quoi. Eh ben, une solidarité énorme de ces hommes et de ces femmes dans ce village C'est au pas pied ce des qu'on Pyrénées. entend de la part pour- de leurs pour- représentants politiques. Ouais, pour accueillir. Et je crois qu'il y a il y a un vrai élan de solidarité. Mais plutôt que de jouer sur la peur des gens, donnons-leur la possibilité d'offrir ce qu'ils offrent le mieux. Et le français est nourri par ça. Un mot de rapide. dire sa générosité, sa solidarité. Kader arrive justement un mot sur la situation de Cédric Héroux, vous savez, cet agriculteur qui risque d'être condamné pour avoir aidé des migrants à se Je déplacer. le regrette. Mm. Je n'ai pas à commenter une décision de justice, mais je le regrette. Justement. Là, c'est un problème Mais de je le- loi, mais monsieur Arif. c'est un problème de loi. Mais oui, c'est là aussi, voilà, un agriculteur dont on dit beaucoup de choses sur les agriculteurs, souvent mal considérés dans notre pays quand on Pour voit ceux les qui apprécient, difficultés il faut qu'ils changer la connaissent. loi. La loi est Non, plus adaptée. Voilà, il faut adapter. Allez, on passe à... Il nous reste 5 grosses minutes pour parler un peu plus précisément de propositions de Vincent Payon. Mickaël. Alors, quelle majorité va avoir Vincent Payon pour gouverner si jamais il est élu président de la République? C'est une bonne question. Il faudra avoir une majorité. Il faudra avoir une majorité de gauche. Et comme on disait tout à l'heure, qui ira du coup avec Macron, avec Qui sera Mélenchon. proposé à l'ensemble de la gauche, oui, à l'ensemble de la gauche. C'est indispensable. Il faut que la gauche se retrouve. Concernant la proposition de la proportionnelle intégrale dans les grandes régions, alors c'est pas très clair concrètement. Ça serait combien de députés élus à la proportionnelle, combien d'élus au scrutin majoritaire? Non, puisqu'il l'a exprimé de manière très claire, hein, ça serait une proportionnelle intégrale sur ces nouvelles régions. Hein. Si je prends la région dont je suis l'élu, l'Occitanie, voilà, une liste proportionnelle à parité. Donc il verrait qu'il y aurait le même nombre d'hommes et de femmes élus
voilà, en fonction, en règle générale, du nombre d'habitants de chaque région. Hein, on n'est pas rentré dans l'État, il faudra travailler sur cette question. Mais c'est une proportionnelle intégrale. Il n'y aura pas de part majoritaire. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de pays ingouvernable, surtout s'il y a le Front National à l'Assemblée Oui, mais c'est pas... Autant je peux critiquer le Front National sur le fond hein, des idées, je l'ai fait tout à l'heure, pour certains, peut-être de manière très affirmée. Mais néanmoins, vous souhaitez qu'il puisse être mais en même temps, Parlement. parce que je suis un démocrate, et profondément démocrate, et profondément républicain, je pense qu'il faut une représentation de tout le monde. C'est, je veux dire... Dans y compris du fascisme rampant, pour citer Vincent Peillon. Mais mettez-le en situation. Voilà, hein, Donc c'est un parti qui s'inscrit dans la République. Et voilà, ça sera une proportionnelle. Après, il faudra travailler certainement sur les questions pour ne pas avoir une instabilité. Mais toutes les réformes institutionnelles, je pense que le pays a besoin de réformes institutionnelles. Mais là, ce n'est pas dans le programme de Vincent Peillon. Mais on arrive, puisque vous me donnez cette occasion-là, moi c'est une réflexion qui est engagée avec beaucoup de mes camarades et au-delà même, hein, je veux dire avec mes collègues, toutes familles politiques confondues, c'est quinquennat, inversion du calendrier, est-ce que la question de la hiérarchie au sein de l'exécutif ne pose pas problème aujourd'hui dans la forme du quinquennat? Est-ce qu'on revient pas Donc il y a quand même beaucoup de choses aujourd'hui et elles sont indispensables ces réformes institutionnelles. C'est exactement ce que propose Benoît Hamon, mais cela dit, je sens une connexion avec Benoît Hamon. Heureusement qu'on a des connexions entre socialistes. Hein, je veux dire, si on n'avait pas, si on n'avait pas de connexion, je veux dire, à ce moment-là, on n'appartiendrait pas. C'est en plus le forcément. candidat en forme selon les sondages. Donc, cela dit, on va peut-être rester oui, sur le programme. Un mot sur l'Europe, Geoffroy. Sur le plan de relance européen de 1000 milliards. Alors, la spécificité de la candidature de Vincent Peillon, c'est une candidature qui s'inscrit dans un projet européen très, très positif, quand il ne dénonce pas l'attitude criminelle de l'Europe sur les migrants. Et donc, cette idée de plan de relance européen de 1000 milliards, donc là, on est dans la grande idée keynésienne qui réconcilie la France avec l'Europe. Il y a juste un problème. Qu'est-ce qui se passe si les partenaires européens disent non? C'est une proposition à nos partenaires européens. Mais il faut absolument que l'Europe arrête de fonctionner telle qu'elle fonctionne. Non, ça suffit pas de le dire. L'élection de Vincent Peillon suffira sans doute pas. Non. Il y a eu quand même des évolutions. On peut reprocher beaucoup de choses au président de la République. Il y a eu quelques évolutions. Le rôle de la Banque centrale européenne a un peu évolué. Le premier plan Juncker a été un bras de levier qui est assez intéressant. Mais je pense que c'est des choses propositions sur cette relance de 1000 milliards, qui ont un lien aussi avec ce qui était le livre vert de Jacques Delors, hein, en termes de grands travaux, par exemple, et qui n'a jamais été mis en place. Exactement. Oui, mais l'Europe a besoin d'en discuter. C'est pour ça que la nécessité de la relance du couple franco-allemand, ou du renforcement du couple franco-allemand, ou de la discussion, etc., est indispensable. Vous allez parler avec les Allemands qui n'ont pas vraiment cette culture de la relance budgétaire. Mais il y a aussi des choses précises qui sont dites par Vincent Peillon dans son projet, qui sont... l'idée de revenir sur le fait d'avoir l'unanimité sur toutes les décisions, pas besoin de changer les traités. Il faut l'unanimité pour prendre cette décision. Pas changer les traités. On peut avancer par cercle concentrique, et aujourd'hui c'est permis par les traités. C'est des choses qui n'ont pas été mises en place pour des raisons politiques, hein, je veux dire. Et la gauche est minoritaire aujourd'hui en Europe, donc c'est pas et à la Commission, et au Conseil, et au Parlement. Et en même temps un renforcement du pouvoir sur du les Parlement 1000 européen. milliards, ce qui est intéressant, c'est que c'est une vraie proposition de gauche à l'échelle européenne, mais ça me rappelle une autre proposition de gauche européenne, c'était de remettre en cause le traité budgétaire européen. C'est François Hollande qui le dit en 2012, et c'est l'acte de naissance de la fronde des socialistes, parce que, qu'on le veuille ou non, François Hollande n'a pas réussi à renégocier ce traité de contraintes budgétaires. Est-ce que Vincent Peillon ne s'expose pas exactement au même risque en bâtissant un programme sur une promesse qui n'engage pas que lui? Oui, mais il vaut mieux avoir une idée qui est celle-là, avec un projet d'un plan de relance de 1000 milliards, que de dire plus d'Europe, pour certains. Plus d'Europe, il n'y a plus de France. Hein, je veux dire, pardon pour cette caricature. Hein. Très très compliqué, en particulier pour les plus modestes. Je suis contre l'idée du 3% de déficit, hein, mais l'annoncer comme ça, seul, c'est quand même compliqué, il va falloir négocier. Donc autant calculer sur cette base-là, puis on voit comment ensuite les trajectoires budgétaires peuvent être mises en place. Donc c'est la moins pire des solutions. Donc là, il y a un plan de relance, il y a un truc, on est sur du positif. Il faut que la France aussi donne, là, des gages, hein, entre guillemets, hein, sur la manière dont elle gère. Mais l'Europe, ce qui a changé aussi depuis 2012, ça ne vous aura pas échappé, c'est que l'Europe n'est plus la même depuis 2012.
déjà qu'elle n'était pas en très grande santé, d'où la volonté à l'époque de François Hollande aussi de modifier les choses. Il y a des choses qui ont avancé. Elle est dans une santé encore plus chancelante aujourd'hui, quand on voit le Brexit. Et ça va dans le sens quand on voit plus les grand politiques consensus. migratoires, quand on voit une politique de défense, même si Jean-Yves Le Drian et le gouvernement français ont porté ça avec beaucoup de force, qui a eu des avancées en particulier avec nos amis allemands sur la question de politique de défense, mais aujourd'hui, et Vincent Payan le propose, de remettre ça à nouveau sur la table pour aller encore plus loin. Je pense que ça va dans le bon sens et je pense qu'aujourd'hui, l'écoute de nos partenaires européens est différente de celle que nous avions en 2012. Allez, il nous reste une toute petite minute. On va quand même aborder un point qui est un peu hors campagne. Michael. Alors, c'est l'affaire AWF. François Hollande, dans Un président ne devrait pas dire ça, a dit « Dans le système politique actuel, faire travailler son frère est un problème. Tout manquement qui n'est pas illégal a une règle, mais qui paraît être une légèreté est considéré comme blâmable. » Est-ce que vous en avez voulu d'avoir dit ça dans ce livre-là? Non, je lui en veux. Non, je On sait lui en que veux Claude pas. Moi, Barthelin avait été très vexé. On fait référence à l'affaire AWF, dans laquelle vous n'êtes pas impliqué, mais qui vous touche directement, puisque c'est ça qui vous a valu votre... Oui, mais j'ai fait le choix très difficile de partir, quoi. C'est pas simple, en étant abîmé. Abîmer moi, mes enfants, mon épouse, je ne vais pas pleurer là sur le truc, c'est la réalité de la vie publique. Quand je vois après d'autres choses, je suis peu importe. Donc oui, peut me reprocher ça, bon après moi je me sens très serein sur cette question-là, mais à partir de là, les décisions que j'ai prises, je pense, c'était la bonne décision par respect à la fonction. C'est la transparence et de l'exemplarité. Voilà, par respect par rapport à la fonction qui était la mienne et par respect par rapport au gouvernement dans lequel j'étais. Vous n'avez pas voulu à Hollande vous avoir fait partir, d'avoir dit ça dans ce livre, c'est quoi? Non. Je veux dire, vous savez, j'ai une capacité de résilience énorme. Quoi. Je peux être volubile sans être bavard. Voilà. Il y a des mots un peu durs quand même à votre endroit, parlant que vous faites partie de ceux qui seraient des boulets du quinquennat, qui portent en tout cas un bagage qui est un peu dur à supporter quand on est en responsabilité. Oui, j'ai pas lu le livre, donc boulet du quinquennat sur quoi? J'ai pas Sur, vous savez, des gens qui enfin, en tout cas, vous avez incarné, peut-être malgré vous, ces hommes qui tranchent avec vous êtes placé dans le même la sac République que Thévenot, exemplaire, voilà, c'est un peu ça. Cahuzac, Je un petit peu mal, mais c'est ça, vous êtes un peu classé dans ce chapitre-là, en tout cas. Oui. Quand François Hollande évoque les personnalités qui lui ont fait du tort, il parle de Oui. vous, il parle de Thévenot. Voilà. Oui, C'est- Non, ça peut être blessant. Oui. Moi, écoutez, bien sûr qu'on est affecté, bien sûr qu'on est touché, c'est blessant parce que C'est un ami, François. moi Hollande. j'ai toute ma vie, mais il se trouve que bon, voilà, moi je suis protégé par rien, quoi. Je suis un enfant de pauvre qui a eu une immense chance, grâce à la République, de pouvoir acquérir les fonctions qui ont été les siennes en travaillant, en ayant des mains tendues. J'essaye encore de faire mon travail du mieux que je peux. Je n'ai la protection ni des grands corps, ni des grandes familles, ni des grands réseaux. Voilà, donc voilà. Mais donc moi je ne me sens pas honteux par rapport à ça. C'est aussi accepter parfois les différences, et en particulier les diversités sociales qui sont différentes. Pour revenir sur le volet judiciaire, donc il y a une information judiciaire qui a été ouverte en novembre 2015. Est-ce que vous avez été entendu? Non. Et vous n'avez pas été contacté par parquet? Non. Est-ce que pour vous, en gros, c'est cette nouvelle norme de l'exemplarité qui vous conduit à quitter un gouvernement alors que vous n'êtes pas mis en examen et à l'évidence, vous n'êtes pour l'instant pas encore inquiété? Est-ce que vous assumez le fait que c'est comme ça, c'est la règle, même si au fond vous êtes innocent ou innocenté par la suite, il faut assumer cette règle d'exemplarité et donc se retirer dès lors que le moindre soupçon est posé sur vous? C'est une question qu'on peut poser à tous les responsables politiques. Mais moi j'ai fait ce choix. Je crois que c'était et vous pensez que ça doit être la règle? Je pense que c'était le bon choix à faire. Oui, je pense que c'est le bon choix à faire. Ce qui est le plus blessant, c'est la remise en cause un peu de sa propre vie, quoi. C'est des blessures qui sont difficiles à guérir. C'est un peu c'est-à-dire dans ce monde médiatico-politique où tout est balancé, y a pas, voilà, on raconte des histoires sur vous, qui sont des choses qui vous touchent profondément, qui touchent les vôtres aussi. Mais après, voilà, donc il y a un truc, voilà, on me dit, moi, je dis exemplarité, respect par rapport à ce que je fais, je m'en vais, quoi. Bon, voilà, terminé, fin de l'histoire. Allez, on finit avec une séquence plus légère pour terminer l'émission. Qui s'appelle Tu préfères. Alors, vous avez le choix entre deux propositions.
Alors, est-ce que vous préférez marcher avec Jean Lassalle ou avec Emmanuel Macron? Bonne question. Avec les deux, là aussi, vous voyez que je suis un homme de rassemblement. Un montagnard béarnais, amoureux du rugby comme je peux l'être, et avec un fils d'ailleurs, Thibaut, qui joue à Castres, moi qui suis originaire de Castres. Donc voilà, et puis de l'autre côté, Emmanuel Macron, voilà, sur les plages du Pays Basque. Est-ce que vous préférez perdre l'usage de la parole ou devoir commencer toutes vos phrases en disant du bien de François Fillon? Oh, bonne question. Non, pas perdre l'usage de la parole. Donc commencer toutes vos phrases en disant du bien de François Fillon? Non, parce que c'est pas aussi simple que ça. Mais non, perdre l'usage de la parole quand même. Je veux dire, s'il y a bien quelque chose qui fait sens, quand en particulier dans le monde politique, c'est que la parole est encore quelque chose d'assez fort, quoi. Est-ce que vous préférez renoncer au droit de vote des étrangers ou aux 35 heures? À aucun des deux. Ah, il faut choisir. Oui. C'est Il la faut règle. choisir. Mais non, vous imaginez, puis après on va faire du buzz là-dessus. Mais non, c'est mais pas non, la mais je chose. veux dire, non, Déjà. non, je défends le droit de vote. Je pense que voilà, on aurait dû aller jusqu'au bout. On l'a pas fait. Je regrette ça. Et 35 heures, pour moi, c'est une véritable avancée de la gauche qu'on ne peut pas remettre en cause, quoi, et qu'on ne doit pas remettre en cause. Est-ce que vous préférez devoir défendre la déchéance de nationalité ou les arrêtés anti-Burkini? Là aussi, question. Il n'y en a aucun des arrêtés anti-Burkini qui se justifiait. Non, mais la déchéance de la nationalité, nationalité, c'est quelque chose qui remet en cause de manière beaucoup plus profonde. Voilà, la déchéance de la nationalité, quelque chose qui m'a amené à porter ce combat parce que c'était la remise en cause de l'idée même de la République telle que je la conçois. Et en même temps, c'était un amalgame qui était vite fait, quoi, parce que, pardon, mais je me rappelle avoir pris la parole en groupe autour de cette question, dans un moment très tendu. Et c'était au moment des binationaux, quoi. Et on disait, mais voilà, moi je peux me permettre de dire ces choses-là. Quand on parle des binationaux, on ne parle pas du franco-canadien, du franco-américain, du franco-suisse. On parle des arabes. Hein, je veux dire, pardon pour cette expression qui peut paraître triviale, mais ce qu'il y a dans le fond de la pensée, c'est aussi ça, quoi. Donc c'est juste insupportable. Et enfin, est-ce que vous préférez devoir intégrer l'équipe de campagne de Manuel Valls ou alors que votre candidat Vincent Peillon fasse un score de 0,3%? Mais comme Vincent Peillon ne fera pas 0,3%, je continue à intégrer ou à rester dans l'équipe de Vincent Peillon, quoi. Merci beaucoup. Ce sera dans la Merci à vous. émission. Merci Kédé Arif. Merci à vous. Merci à On vous. se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. À bientôt.